On va se pencher aujourd'hui sur une histoire assez incroyable de l'histoire de France. Comment un pays, complètement écrasé sur le plan militaire en 1870, a-t-il pu, en à peine 40 ans, se hisser au rang de deuxième plus grand empire colonial du monde? C'est le récit d'une reconstruction aussi spectaculaire que controversée. Pour commencer, imaginez la scène. On est en 1910. Un colonel, Charles Manguin, publie un livre qui va faire beaucoup de bruit. Il y parle de la force noire, en gros des troupes coloniales, comme d'un atout décisif pour la France dans la guerre qui se prépare. Et cette idée, elle pose une question vertigineuse. Mais d'où sort cet empire immense? Comment cette force a-t-elle pu naître aussi vite sur les ruines d'une défaite terrible? Pour bien tout comprendre, il faut faire un bond en arrière. Retour en 1871. Là, la France est littéralement à genoux. Battue par l'Allemagne, elle perd l'Alsace et la Lorraine. Et comme si ça ne suffisait pas, elle sort tout juste d'une guerre civile sanglante, la Commune de Paris. Le pays est KO, le moral à zéro. Dans cette ambiance, il n'y a qu'une seule chose qui compte, une obsession nationale, la revanche, reprendre l'Alsace-Lorraine aux Allemands. Pour la plupart des gens et des politiques, tout le reste, c'est de la distraction. Alors l'idée de partir à la conquête de terres lointaines en Afrique ou en Asie, non seulement ça semble inutile, mais c'est même vu comme une trahison. Et c'est là, vraiment à ce moment précis, que le destin du pays va se jouer. Un débat crucial s'engage. Est-ce que la France doit rester focalisée sur la fameuse ligne bleue des Vosges, ou est-ce qu'elle doit, chercher ailleurs, outre-mer, une autre façon de redevenir une grande puissance? Face à ceux qui ne jurent que par la revanche, une figure va aller complètement à contre-courant, Jules Ferry. Pour lui, c'est clair, rester les bras croisés n'est pas une option. Il dit que pour un grand pays comme la France, refuser de s'étendre, c'est tout simplement accepter son propre déclin, c'est abdiquer. Alors, dans un célèbre discours en 1885, il va exposer sa vision en 3 points. 1. L'argument économique. Les colonies, c'est essentiel pour vendre les produits de l'industrie française. 2. L'argument civilisateur, de loin le plus polémique aujourd'hui, qui parle d'un devoir des races supérieures. Et enfin 3. Un argument patriotique. Pour redevenir puissante, la France a besoin de ports et de bases partout dans le monde. Mais attention, ça ne passe pas du tout comme une lettre à la poste. Face à Ferry, il y a une opposition très dure, avec à sa tête un certain Georges Clémenceau. Pour Clémenceau, c'est simple. Ses expéditions coloniales sont un scandale, elles détournent l'armée de son seul vrai but, la reconquête de l'Alsace-Lorraine, et elles piétinent les valeurs humanistes de la Révolution. Le débat à l'Assemblée est d'une violence incroyable. Bon, et au final, qui gagne? C'est la vision de Ferry. Et les conséquences, elles sont tout simplement spectaculaires. Regardons un peu ce que ça donne concrètement. Là, les images parlent d'elles-mêmes. Regardez bien la différence. À gauche, l'Empire français en 1870. À droite, le même empire en 1914, juste avant la Première Guerre mondiale. Le changement est vertigineux, il n'y a pas d'autre mot. Alors, pour mettre des chiffres là-dessus, en 1870, on part d'un empire qui fait à peu près 1 million de kilomètres carrés. C'est déjà grand, mais ce n'est rien à côté de la suite. Parce que 44 ans plus tard, en 1914, on est passé à 10 millions de kilomètres carrés, 10 fois plus. C'est une véritable explosion territoriale, du jamais vu dans toute l'histoire de France. Côté population, c'est le même phénomène. En 1870, on compte environ 5 millions de personnes dans cet empire. En 1914, on atteint 48 millions. 48 millions de personnes. En fait, la France, avec ses quelques 40 millions d'habitants à l'époque, se retrouve à la tête d'un empire bien plus peuplé qu'elle. C'est vraiment ça, la clé. La vitesse et l'échelle de cette transformation. Et il faut être très clair, tout ça ne s'est pas fait en plantant des drapeaux pacifiquement. Non, de l'Indochine à Madagascar, en passant par toute l'Afrique de l'Ouest, cette croissance folle est le résultat de conquêtes militaires qui ont été souvent longues, violentes et meurtrières. Mais un empire, ce ne sont pas que des cartes et des kilomètres carrés, ce sont avant tout des populations avec des statuts juridiques parfois très compliqués. Et pour comprendre cette réalité humaine, le cas de l'Algérie est vraiment parlant. Dès le début de la Troisième République, un décret, le décret Crémieux, va tout changer. Il accorde d'un coup la citoyenneté française à tous les Juifs d'Algérie. C'est une décision énorme, qui va créer une distinction fondamentale au sein de la population locale. Ce tableau résume bien la fracture. On a un système à 2 vitesses. D'un côté, les Juifs d'Algérie deviennent citoyens français, automatiquement. De l'autre, pour les musulmans, c'est un parcours du combattant quasi impossible. La condition principale, le point de blocage, c'est qu'il faut renoncer à son statut personnel, c'est-à-dire aux droits musulmans. Et ça, c'est perçu comme un reniement, une apostasie. Résultat, quasiment personne ne le fait. Il reste des sujets français, pas des citoyens. On se retrouve donc avec une situation assez paradoxale. D'un côté, la France exporte ce qu'elle a de meilleur, ses institutions les plus modernes, comme l'Institut Pasteur. C'est le symbole du progrès. Mais en même temps, cette modernité coexiste avec une inégalité de droits flagrante. On construit des labos, mais on ne donne pas les mêmes droits à tout le monde.
Faisons maintenant un petit saut dans le temps, jusqu'au début du XXe siècle. Le débat houleux des années 1880, c'est fini, oublié. L'Empire est devenu une sorte d'évidence et même une grande fierté nationale. Et ce qui est fou, c'est que ce sont des crises internationales qui vont cimenter cette idée. En 1898, à Fashoda, au Soudan, la France est forcée de reculer face aux Anglais. L'humiliation est totale. Et la conclusion, pour beaucoup de Français, est simple. Pour ne plus jamais revivre ça, il nous faut un empire encore plus fort. Après la claque de Fashoda contre les Anglais, c'est la crise d'Agadir en 1911, cette fois face à l'ennemi juré, l'Allemagne. C'est l'électrochoc qui va finir de souder tout le monde. L'Empire n'est plus vu comme une distraction, au contraire, il devient un atout stratégique majeur face aux rivaux de la France. Donc au final, à la veille de la Grande Guerre, en 1914, le consensus est quasi total. L'idée de la plus grande France est partagée par tout le monde ou presque. Même les anciens opposants, comme les nationalistes, se sont ralliés. L'Empire fait maintenant partie de l'identité française. Le sommet de cette fierté impériale, on l'atteindra bien après la guerre, avec l'exposition coloniale de 1931 à Paris. C'est vraiment la mise en scène grandiose de la puissance de l'Empire, acclamée par des millions de visiteurs. C'est le symbole parfait de ce consensus national. Voilà le parcours. En un peu plus de 40 ans, une France humiliée s'est transformée en une puissance impériale mondiale. Un retournement de situation incroyable. Un triomphe, en apparence. Mais au moment même de cette apothéose, les premières fissures commencent à apparaître. Alors la question qui reste en suspens, elle est immense. Cette plus grande France, construite si vite sur tant de paradoxes, pouvait-elle vraiment durer ?